Remercier Jean-François Julliard, rédacteur en chef adjoint du Canard enchaîné, avec qui nous avons fêté l'an dernier finalement les 100 ans du Canard. Donc là on est sur les 101 ans. Et puis alors les choses sont comme ça, quelquefois de pur hasard. Hier c'était les 10 ans de Mediapart et donc on reçoit Mathilde Mathieu, qui a oublié de fêter l'anniversaire hier, parce qu'elle a dit ah bon, ah oui mince au fait c'est vrai. Bon, Denis Boutelier de Cat et compagnie. Ce qui nous intéressait parmi ces journalistes, c'était d'avoir un média papier, un média web et une société de production pour la télé, parce que ce sont trois approches différentes et c'était intéressant par un petit peu ça. Et Raymond Avrier, je vais te tutoyer parce qu'en fait on travaille ensemble en permanence. Et on se tutoie en général. Vas-y, dis-moi, je me souviens jamais de la formule, il ne faut pas dire lanceur d'alerte, mais tu dis un autre truc, toi. Oui, parce que lanceur d'alerte, c'est à l'intérieur d'une structure, celui qui dévoile des données cachées à l'intérieur de la structure. Ce que l'on fait, un certain nombre, c'est d'être des citoyens engagés, des citoyennes engagées, des administrés qui veulent être éclairés et d'une certaine manière qui travaillent des dossiers d'intérêt général en les rendant publics. On va le voir avec l'aide de ce qui, normalement, est la liberté d'expression et la liberté d'opinion, à savoir la presse. Merci. Alors, peut-être une première question qui m'est venue dans une longue discussion avec une personne que j'aime bien, qui s'appelle Philippe Reltien de Radio France, qui a été correspondant de Radio France à Washington pendant 11 ans. Et je lui disais, finalement, qu'est-ce qui différencie le journaliste du lanceur d'alerte? Puisque les deux vont transmettre de l'information. Les deux vont délivrer de l'information. Et alors, quelle est cette différence entre ces deux statuts? Mathilde, peut-être? Ici. Bonjour à tout le monde. La première chose qui me vient à l'idée, c'est que bien souvent, le lanceur d'alerte, en tout cas tel que moi je le perçois et j'ai pu le croiser dans ma carrière, il est très isolé. Il a souvent, je ne veux pas généraliser, mais collecté dans son coin des données, parfois imprimé des choses, copié des choses, qu'il est tout seul dans son coin à avoir et dont au départ il ne sait souvent que faire. Nous, on est finalement... en tant que journaliste, là pour recueillir non seulement ces données-là, mais ensuite aller les compléter, aller les confronter, d'abord les vérifier, les authentifier, et puis faire un travail de collecte beaucoup plus large dans lequel le lanceur d'alerte va évidemment s'insérer, mais l'alerte c'est le point de départ, hein, c'est par définition. Ensuite il y a tout le travail journalistique à accomplir, et qui peut parfois prendre des mois après la rencontre avec le lanceur d'alerte. Je crois justement que le lanceur d'alerte, ou le citoyen engagé, j'aime bien ce terme, il est engagé. Donc lui, il va aller de l'avant, il va pousser les portes, il va vouloir que quelque chose se passe. Je pense que le journaliste, lui, il n'a pas il n'a pas un engagement, si ce n'est celui d'informer, de tenter de faire avancer l'information, la connaissance de choses qui se passent. Alors je pense que psychologiquement déjà, il y a vraiment une différence. Et le journaliste va appliquer finalement, me semble-t-il, sa curiosité, son scepticisme aussi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à penser qu'on est parfois, on doit être sceptique, c'est je dirais une obligation, parce que sinon on pourrait enfourner, chevaucher n'importe quel cheval et partir je ne sais où. Je crois que nous on a, et je suis d'accord avec toi, le nombre, le fait que nous on est une structure aussi, qu'on n'est pas tout seul, ça fait qu'on va en parler avec des rédacteurs en chef, des journalistes, des gens avec qui on travaille. On va aller évidemment chercher d'autres sources. Et c'est ce qui fait, je crois, fondamentalement la différence. D'un côté, quelqu'un qui est engagé dans une cause, je dirais, ou presque dans un combat, et nous, je pense, engagés dans un autre combat, qui est le combat de l'information, qui n'est pas exactement, me semble-t-il, le même. Jean-François ? Mais tout a été dit, la grande différence, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand on est dans un journal, qu'on n'est pas pigiste,
hélas un statut qui se généralise, mais quand on est dans une structure, on a cette sécurité, et on a même une sécurité vis-à-vis du lanceur d'alerte, qui est notre source, c'est la protection des sources. Mais paradoxalement, cette protection, elle ne couvre pas la sécurité du lanceur d'alerte lui-même. C'est un paradoxe sur lequel il faudra qu'on revienne. Oui, il y a vraiment. Oui, je crois que ce que vient de dire Jean-François Julliard et nos deux autres collègues journalistes avant est très important. Il n'y a pas d'abord un journalisme et une alerte ou un lanceur d'alerte. Il y a des situations très différentes suivant les organes de presse, et il faut quand même le rappeler, en particulier en matière d'indépendance et de confiance pour celle ou celui qui détient des informations qui lui semblent importantes pour l'intérêt général, non pas pour des intérêts privés. Là aussi, il faut être attentif. Il n'y a pas des lanceurs ou des lanceuses d'alerte autoproclamés. Il y a aussi un travail de doute à émettre dès le départ, de telle sorte qu'on instruise contradictoirement un dossier. Mais par rapport à cette situation, lorsqu'on détient des informations d'intérêt général qui sont parfois basées sur des documents qui ne sont pas vraiment publics ou qui ont été obtenus soit légalement, soit en douce, l'intérêt pour le lancement de l'alerte, c'est-à-dire pour l'accès à une information publique, c'est d'avoir en confiance avec une ou un journaliste la possibilité d'user dans l'intérêt général de la protection que elle ou lui, journaliste, détient, que le commun des citoyens, non pas des mortels, mais le commun des citoyens, des citoyennes, ne détient pas. Exemple, vous suspectez un accord secret passé par un ministre avec un lobby industriel. Vous demandez ce document, on vous dit il est communicable de droit, mais le ministre fait un pourvoi en cassation pour annuler le fait que vous ayez obtenu en droit ce document. Il y a un journaliste peut, par enquête, judicieusement guidé, obtenir, lui, ce document et avoir le secret des sources, la garantie du secret des sources, alors que vous, qui pensez savoir où il est, ce document, n'avez pas cette possibilité, sinon vous êtes, en tant que simple administré, passible de détention de documents couverts par le secret industriel et commercial ou le secret défense. Donc le rapport équitable entre des journalistes, je dis bien pas le journaliste, mais des journalistes spécifiques, suffisamment indépendants et suffisamment sérieux pour faire une instruction eux-mêmes contradictoire de ce dossier, et les lancements d'alerte, les interrogations posées dans la société par un certain nombre de porte-paroles, c'est ce rapport de confiance qui est en même temps un rapport critique avec une instruction contradictoire d'un dossier, un accès aux informations que le commun des citoyens ne peut pas avoir, ne serait-ce que contacter la partie adverse, contacter l'industriel, le ministre, au dernier moment, ou en temps utile pour avoir le point de vue de la partie adverse. Donc finalement, une des grandes différences qu'on pourrait dire, c'est que le journaliste, d'ailleurs d'un point de vue déontologique, a l'obligation d'interroger la contradiction, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas du lanceur d'alerte, ou de la personne qui désire publier une information et qui n'a pas ce statut. Et alors, est-ce qu'on peut dire que cette démarche que décrivait Raymond Avrier à l'instant, d'interrogation de la contradiction dans la documentation par le lanceur d'alerte, va lui faciliter d'une certaine manière l'accès à vos médias, Jean-François Julliard? C'est-à-dire que s'il vient avec un dossier où il s'est lui-même interrogé dans sa documentation sur ce qu'il a comme contradiction en face, est-ce que c'est quelque chose qui va
faire que son dossier est mieux appréhendé par les journalistes du fait qu'il y a déjà eu cette interrogation d'une contradiction, qu'on n'est pas sur des éléments, des allégations, mais plutôt sur des documents qui sont confortés? Enfin, les lanceurs d'alerte auxquels j'ai eu affaire étaient plutôt des gens qui essaient de pousser une cause, de faire sortir une information, et c'était a priori pas leur problème de faire une instruction générale sur ce problème, sur cette question. Donc ils étaient dans une démarche un peu unilatérale, et c'est leur rôle. Et après, le journaliste a presque un rôle de juge d'instruction, mais voilà. Je me permets, puisque j'ai le micro, pour demander si dans l'assistance, Dominique Perron est là. Normalement, si, voilà, Dominique n'est pas là. Je voulais parler d'un lanceur d'alerte qui est décédé il y a quelques mois dans l'indifférence générale, alors que c'est un des plus grands lanceurs d'alerte de notre époque. Il s'appelait Jean Perron-Gardanoff, et c'est l'homme qui a fait sortir l'affaire du sang contaminé. Alors c'était pas, il faisait pas partie de la communauté homosexuelle, il faisait partie de la communauté hémophile, puisqu'il y a eu ces deux communautés. Vous voyez ça dans le film qui s'appelle 100 abattements par minute. Et Jean a lutté pendant des années pas contre des menaces, mais contre une espèce de scepticisme généralisé, alors qu'il racontait la situation telle qu'elle a été finalement révélée par la presse, mais bien longtemps après. Et c'est un exemple de quelqu'un qui avait des informations et qui était concerné directement, donc engagé dans ce problème, puisqu'il était lui-même hémophile et victime de cette contamination, cette distribution d'échantillons de sang contaminé. Il a proclamé une vérité dans le désert pendant des années, et il a fallu un temps fou pour que la presse et les autorités médicales et les autorités politiques lui rendent raison. D'accord. Et vous, Mathilde, vous auriez comme ça un exemple qui illustre cette relation dans un dossier sur le lancement de l'alerte? Alors moi, je ne sais pas si j'ai travaillé déjà avec des lanceurs d'alerte au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils soient allés jusqu'à rendre public leur identité et leur engagement, mais en tout cas, j'ai travaillé, oui, avec des sources internes à des organisations qui, pour des raisons... c'est un peu comme ça que j'ai fini aussi lanceur d'alerte. C'est quelqu'un d'engagé, mais dont les motivations sont d'abord ou exclusivement éthiques, parce qu'on peut quand même commencer par dire que dans la plupart du temps, notre travail, en fait, nos sources sont des sources qui ont des motivations complexes, parfois très individualistes, égoïstes, de rancœur, de vengeance politique, etc. Donc, moi, 90% de mes sources ne sont pas des lanceurs d'alerte, sont des sources qui appartiennent à l'entourage, qui sont des ex-femmes, des concurrents politiques, etc. Donc c'est déjà rare d'avoir comme source des personnes dont la seule motivation c'est la dénonciation d'un problème éthique. Et c'est encore plus rare que ces sources-là décident de prendre le risque d'apparaître publiquement, d'abord dans un article, parfois ensuite par un dépôt de plainte, etc. Mais j'ai évidemment l'exemple de sources. Je pense là à une affaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'argent au Sénat, à l'Assemblée nationale, ce que les députés, les sénateurs font de l'argent public qui est mis à leur disposition pour travailler. Notamment toute la partie des chèques rétrocédés. Oui, alors les détournements de fonds, UMP au Sénat, etc. Mais je pense à une période qui remonte déjà à quelques années où, alors je vais essayer de faire attention à ne pas révéler l'identité de cette source, même en creux, mais disons que quelqu'un à l'intérieur du Sénat, de bien placé, qui en tout cas avait accès à un certain nombre de documents, a contribué à une série de révélations semaine après semaine dans Mediapart sur les retraites des sénateurs, nous communiquant un document qui était absolument secret à l'époque, qui était le règlement de la caisse de retraite des sénateurs. C'est assez fou, mais c'est un document qui n'est pas public et qui révèle évidemment beaucoup de choses. Quelqu'un aussi qui nous a communiqué des fausses notes de frais. Il se trouve que l'un des questeurs du Sénat, donc je ne sais pas si vous savez, au Sénat il y a 3 questeurs qui sont un peu les 3 argentiers de la maison, qui gèrent l'argent de la maison, qui sont choisis par leur père et qui sont en général choisis par leur père pour davantage leur capacité à garder des secrets que leur volonté de réformer la maison. Et donc l'un de ces 3 questeurs, un socialiste, Passor,
avait, en tant que questeur, le droit de produire chaque année 12 000 € de notes de frais, pris en charge par la maison, titre de frais de représentation, etc. Et ce bon monsieur avait fabriqué des notes de déjeuner bidons pour à peu près 2 500 €. C'était facile, puisqu'en fait, c'était des notes de frais du restaurant de sa fille qui avait fourni les facturettes. Hein, voilà. Et donc, au Sénat, il y avait un certain nombre de fonctionnaires qui avaient vu passer ces trucs, qui étaient bidons à l'évidence, puisqu'il y avait des dates différentes, mais les numéros de facturettes se suivaient. Bon. Et figurez-vous que ces notes de frais, elles avaient été validées. Et donc, on les a publiées. Et ce bon pasteur a été contraint de rembourser quand même 2 500 €. Et l'institution, bien loin de déposer plainte pour, pourquoi pas, détournement de fonds publics, hein, c'est de l'argent public, ils ont déposé plainte. L'État Sénat, j'adore cette expression parce que ça fait un peu l'État c'est moi, l'expression absolutiste de la royauté française. Bref, l'État Sénat a déposé plainte pour vol de documents et atteinte au secret professionnel, une plainte contre X, dont le seul objectif est évidemment de traquer la source interne au Sénat, d'essayer d'identifier qui, d'un assistant parlementaire, d'un fonctionnaire, avait pu transmettre ces documents. Et donc il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte, hein, c'est allé assez loin. Il y a eu des scènes assez hallucinantes dans la cour du Sénat, des minivans qui sont venus chercher un matin une douzaine de fonctionnaires pour les emmener à la brigade financière. Ils ont été interrogés, mais est-ce que c'est vous qui avez fourni, ou est-ce que vous savez qui a fourni à Mediapart, etc. Parce qu'il y a eu l'alternance et que la gauche a pris la présidence du Sénat à ce moment-là, la plainte a été heureusement retirée, parce qu'on a fait pression, parce que les syndicats de journalistes ont fait pression. Mais je ne dis pas la source, mais en tout cas un fonctionnaire qui était suspecté par le Sénat d'être l'un de nos informateurs a été placardisé pendant, je crois, 3 ans. Donc on l'a retiré de son poste. Il a été sanctionné financièrement puisque, faute d'avancement, il n'a pas eu le droit. Voilà. Voilà. Et Pastor, lui, le questeur, il est resté questeur encore pendant quelques mois, puis il a terminé sa carrière tranquillement. Et, non. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple concret, finalement, celui qui est suspecté, ou en tous les cas, les personnes chargées de la mission de service public de contrôle se trouvent eux-mêmes suspectés et sanctionnés, victimes de représailles, alors que l'auteur des faits, lui... il a terminé tranquillement sa vie politique. Jean-François, vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-François Julliard? Non, dans notre longue histoire, on a été amené à travailler avec des gens qui étaient des sources et qui en fait se sont révélés des lanceurs d'affaires, des lanceurs d'alerte, pardon. Affaires aussi, sans doute. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, au titre de ce que décrivait Raymond, une espèce d'engagement civique, se sont dévoilés, ont donné leur identité. Dans l'affaire de la feuille d'impôt de Chaban-Delmas, qui est une affaire qui a un petit peu modifié l'élection de 1974, la source a été dévoilée. Dans l'affaire des diamants de Giscard, la source a été dévoilée. Et il y en a une autre qui, elle, a donné son nom à l'affaire, qui est encore plus célèbre, qui s'appelle Gabriel Aranda. Gabriel Aranda, c'était le conseiller technique de plusieurs ministres de l'UDR, c'est dans les années 70, c'est très vieux. Comme les gens sont jeunes ici, ils n'ont pas connu, mais c'était un gars qui voyait passer toutes les turpitudes de ce qu'on appelait le gaullisme immobilier, c'est-à-dire des grandes affaires de la France qui était en train de se reconstruire à l'époque et qui a donné naissance à des monstres du BTP comme Bouygues, comme la Générale des Eaux, etc. Et Aranda, chaque fois qu'il voyait passer une de ces turpitudes, et c'était souvent sous des formes écrites, mettait ça dans son tiroir. Un jour, il nous a dit, il est venu nous voir, il a dit « je ne peux plus fermer mon tiroir, la pile a tellement... » Donc ça a été le déclencheur. Voilà, il est venu, ça a été assez rocambolesque parce qu'il a enterré des documents dans la forêt de Fontainebleau, il a fallu les sortir avec une pelle, bon, c'était étonnant. Et ce gars a accepté dès le début de donner son nom, de prendre le risque de casser sa carrière, c'était un brillant fonctionnaire, mais cette indignation civique qui le faisait agir a fait que voilà, il a fini par ne plus jouer ce jeu qu'on lui demandait de jouer. Et pour donner juste un exemple de ce qu'il a couvert, ce qu'il a en tout cas vu passer, il ne l'a pas couvert, il était juste conseiller, c'est un exemple entre mille que connaît Raymond, c'est que dans la station de Val d'Isère,
Bouygues a construit des chalets dans des couloirs d'avalanche. Voilà ce que pouvait faire l'affairisme à l'époque. C'est exposer la vie des gens pour des raisons financières. Merci. Denis Boutelier, un exemple, Oui, alors marquant. moi je voulais ajouter quelque chose peut-être, je pense qu'il se noue un rapport entre le lanceur d'alerte et le ou les équipes de journalistes qui vont travailler sur un dossier. Souvent ça, je pense que ça part pas tout de suite forcément de... Vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut venir avec son gros dossier sous le bras pour intéresser? Souvent, je pense que beaucoup de gens ne viennent pas avec leur gros dossier sous le bras, ils viennent avec une indignation, avec une information, avec quelque chose qui est là encore quelque chose d'engagé. Et puis, c'est là que l'interaction avec les journalistes va se faire. Le journaliste questionnant, essayant de valider un certain nombre de choses qui sont dites, cherchant des éléments de preuve, des documents, comme chez vous notamment, mais nous aussi des images. Des images qui peuvent être suffisamment, je dirais, démonstratives de ce qui est de choses qui sont en train de se passer. Je pense, alors j'ai un exemple en tête, on a une enquête qu'on a faite il y a environ un an et demi, sur le train et sur la sécurité de la SNCF. Et est-ce que c'était dangereux de prendre le train et de voyager sur nos petites ou nos grandes lignes, mais surtout sur nos petites lignes françaises? Et on a rapidement été contactés par des cheminots, mais qui ne souhaitaient pas du tout apparaître, parce qu'ils ne voulaient pas être virés par leur hiérarchie après. Ces cheminots qui nous ont alertés sur l'état de délabrement de voies ferrées. Et alors, ils ont commencé à nous parler, à nous dire voilà, sur telle ligne, etc. Et on a dit, ben oui, formidable, mais qu'est-ce qu'on a comme élément? Ah oui, mais c'est très difficile d'aller là-bas parce qu'aller sur une voie ferrée, c'est interdit, ça appartient à la SNCF, etc. Et on a dit, oui, mais il va falloir qu'on avance dans cette enquête ensemble. Et je dirais qu'une relation s'est nouée. Ça a pris du temps de part et d'autre, et finalement, évidemment, ils ont fini par trouver des documents qui montraient qu'effectivement les voies n'étaient pas entretenues comme elles auraient dû l'être. On s'est aperçu qu'à la SNCF, il y a, je sais pas, mettons tous les 5 ans, il faut passer sur telle voie. Bah, là, ça faisait 7 ans, 8 ans, etc., que ça n'avait pas été fait. Et puis, comme on fait de la télé, différence peut-être, on avait besoin d'images, et finalement, ils ont été amenés à prendre, je pense, plus de risques que ce qu'ils avaient imaginé au départ, pour nous emmener voir, filmer sur des voies ferrées, ce qui était strictement interdit. Donc là, ça les mettait vraiment porte-à-faux avec leur entreprise. Et je suppose que si, on peut comprendre qu'ils aient souhaité rester anonymes, s'ils avaient été détronchés, j'allais dire, si leur direction les avait identifiés, elle a essayé de le faire, elle n'y a pas réussi. Je pense qu'ils auraient pu être licenciés pour faute professionnelle, pour faute grave, enfin je ne sais pas exactement, enfin licenciés dans des conditions très difficiles. Et donc ils ont été amenés à prendre, c'est ça qui me semble intéressant, plus de risques que ce qu'ils avaient imaginé au début. Au début, ils venaient nous raconter une histoire qui était une vraie histoire, mais il nous manquait d'éléments de preuve, et finalement il a fallu aller loin. Et c'est pour ça que j'insiste, je pense que c'est très intéressant cette relation qui se noue entre le ou les lanceurs d'alerte et le ou les équipes de journalistes qui travaillent avec eux. Alors, Raymond Avrier, toi qui es spécialiste du dossier, en tous les cas un constructeur de dossiers, pour ceux qui ne connaissent pas Raymond Avrier, il a quand même construit un énorme dossier sur Superphénix à Crémalville, qui a mené quand même à des décisions sur l'eau, avec d'autres bien évidemment, sur l'eau à Grenoble, et qui est à l'origine... Les sondages de l'Élysée aussi. Les sondages de l'Élysée, bon, enfin, il a un palmarès. Hein. Le tiroir ne se ferme plus. Est-ce que le fait de venir avec des dossiers complets facilite cette relation avec le journaliste? Alors, je pense qu'il faut, en avançant, échanger, réfléchir ensemble à ce que viennent de dire nos 3 collègues journalistes. Ils ont cité, dans les 3 cas, des personnes chargées d'une mission de service public, des fonctionnaires, au sens de la fonction publique et non pas de la fonction privée, comme étant détenteurs d'informations qui sont utiles à la mission de service public qu'ils remplissent. Et donc, la question qui nous est posée n'est pas simplement celle de l'alerte
lancé sur des affaires ou des cas personnels, mais de ce qui normalement constitue la décision publique elle-même, les biens communs, qui est que ces décisions concernant l'entretien des installations du réseau ferré, qui est notre réseau ferré public, même si son usage va être privatisé en surface, l'usage de l'argent public, les articles 14 et 15, même 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui s'applique aussi au niveau du Sénat, qui s'applique aussi pour les sondages de l'Élysée à l'Élysée, ou l'exemple d'un fonctionnaire qui détient, à l'époque il n'y avait même pas de photocopieuse suffisante pour faire tout ça, comme Aranda, des informations sur des détournements de marchés publics, de la collusion, de la compromission et donc de la corruption. Ces personnes sont amenées, ce qui est quand même doit nous interroger, à faire un pas de côté alors qu'ils sont en plein dans leur mission de service public en saisissant des autorités de contrôle qui ne fonctionnent pas et donc en saisissant la dernière autorité de contrôle dans une république, chose publique, et dans une démocratie qui est la presse. Quand le préfet chargé du contrôle de légalité, ou l'inspection générale des finances, ou les pseudo-déontologues ne remplissent pas leur mission, quand la justice administrative, tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'État ne remplit pas sa mission, ou si tardivement, quand les chambres régionales des comptes, la Cour des comptes ne remplit pas sa mission, quand les représentants dans les organismes, utilisant le système des portes tournantes et passant du privé au public, ne remplissent pas leur mission de contrôle, qu'est-ce qu'il reste aux acteurs de la vie publique? Mais c'est valable aussi dans les entreprises, aux acteurs de la vie privée, lorsqu'il y a des abus de confiance ou des abus de biens sociaux. Qu'est-ce qu'il leur reste? Eh bien, il leur reste à monter, en effet, comme cela se disait, des éléments de preuve qui vont être soumis, et c'est quand même un triste État, si je puis dire, État avec un grand E ou État avec un petit E, que de soumettre ce dossier à une instruction contradictoire, ce qui est normalement le cadre de la République, pour prendre une bonne décision, une décision en connaissance de cause, une décision éclairée. Ils vont être contraints de le soumettre à l'extérieur avec, si possible, des journalistes de confiance qui eux-mêmes appliquent leur charte déontologique, les règles qui s'appliquent à eux, et qui vont instruire contradictoirement ce dossier, ne pas prendre pour la science infuse ce que quelqu'un a lancé comme ça, mais l'instruire et faire en sorte que les affaires publiques deviennent publiques. Alors, merci. On ne peut pas, en 2017, ne pas parler d'une affaire qui a peut-être changé un peu le chose. Allô? Ah oui, j'étais pas assez près, pardon. On ne peut pas, en 2017, passer sous silence une affaire qui a peut-être un peu changé le cours des choses, qui s'appelle l'affaire Pénélope, qui n'est peut-être pas le nom de la source, finalement. Mais comment au Canard enchaîné, là, on réagit avec ce tsunami sur cette affaire, avec les dénégations dans une élection présidentielle, finalement, comment ça peut se passer? Comment on arbitre ça? Est-ce qu'il y a un petit peu passer le tsunami, comme vous dites, de l'affaire, il nous est un petit peu demandé de répondre à tout un tas de questions sur le ou les lanceurs d'alerte qui sont à l'origine de cette affaire. Et ça se présente sous la forme de ce que nous on appelle un peu des fantasmes, c'est-à-dire
le fantasme de un complot politique ou un complot, je ne sais pas, d'une autre sorte qui fait qu'il faut sortir cette affaire coûte que coûte et en utilisant les grands moyens de l'État. Deuxième fantasme, le Canard avait les éléments depuis très longtemps et les a sortis à un moment donné, parce que la sortie de ces papiers est arrivée pile pour démolir les candidats qui montaient. Ce à quoi on répond que, primo, nous on est un journal qui n'a pas Internet, hein, qui n'a pas de site, donc il y a une vraie temporalité hebdomadaire, alors que la temporalité de Mediapart ou des médias d'Internet, c'est la microseconde, quoi, voilà. Donc, prendre le risque de garder par-devers nous des informations importantes à cette époque, c'est vraiment c'est pas très intelligent. Donc, ça fait partie de toutes ces procès post-affaires voilà, auxquels il nous est demandé de participer. Voilà, c'est bonne guerre, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes. Nous, on répète, article après article, notre méthodologie qui a été de commencer à enquêter sur les candidats, hein, pas seulement Fillon, mais aussi Hamon, mais aussi Marine Le Pen, mais aussi Alain Juppé, etc. Et Emmanuel Macron, hein, paraît-il, on a fait élire, c'est faux, mais voilà. Donc, on a commencé à enquêter au mois de novembre, quand les primaires des partis politiques ont été décantés. On a vu qui se présentait au suffrage des Français, et on a fait très classiquement, comme les autres journaux, des enquêtes sur leur patrimoine, sur... Les autres journaux, non, quelques autres journaux. Mathilde, sur cette affaire, peut-être rapidement, puisque Mediapart a également publié pas mal là-dessus. Bah, rien d'autre à dire que bravo, le Canard enchaîné a fait effectivement une enquête formidable et dont nous, de l'extérieur, on voyait bien la progression. C'est-à-dire que cette idée d'un complot nous paraît absurde quand on voit bien, nous, de l'extérieur, que le premier papier portait sur le fonctionnement de la société de conseil. Voilà, ils ont commencé à chercher les clients, que le second devait porter sur, je crois, le château, comment il a été financé, etc. Le troisième, effectivement, à partir, je crois, de la déclaration d'intérêt public du député Fillon qui mentionnait le travail supposé de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. Je pense que tout simplement, ils ont tiré le fil. Qu'est-ce qu'elle faisait à la revue des Deux Mondes et ah tiens, une source sans doute a dit mais est-ce que vous savez que, etc. Enfin, on les a vus progresser comme ça. Bon, on n'a pas eu le même réflexe de se mettre au bon moment sur ce type d'enquête systématique sur les candidats, mais voilà, non, c'est une enquête formidable. Nous, après, effectivement, on a essayé on a embrayé, on a révélé effectivement un certain nombre de clients de la société de conseil de François Fillon, dont un Libanais, Makhzoumi, qui lui vend des pipelines à toutes les monarchies du Golfe et qui avait François Fillon comme conseil. Voilà, ce genre de choses, mais évidemment, et puis on a révélé que Pénélope travaillait en fait depuis 82 à l'Assemblée pour son mari, mais non, chapeau au Canard enchaîné. Et puis moi sur cette affaire, enfin, entendre François Fillon crier au complot, etc., ça me fait sourire. Pour moi, François Fillon, il s'est piégé tout seul. Voilà, et l'Assemblée s'est piégée toute seule à force de refuser la transparence sur l'identité des assistants parlementaires, à force d'entretenir cette opacité. Bon, ben voilà, c'est un écosystème qui favorise l'abus d'argent public au lieu de l'empêcher, qui est un système pousse au crime, dans lequel un certain nombre de députés se sont retrouvés entre guillemets, piégés par eux-mêmes, voilà, et François Fillon, il est candidat à la présidentielle, il s'est piégé lui-même, voilà, ça fait 30 ans qu'il gruge l'argent public, enfin, présomption d'innocence, hein, mais voilà, et ben, voilà, il s'est piégé lui-même, il n'a pas été piégé par Macron, je ne sais qui d'autre. Alors, un élément... Non, je vais juste dire, évidemment, formidable enquête. Moi, je trouve, et c'est juste un commentaire, c'est que cette enquête du Canard, principalement, et de Mediapart aussi, mais principalement du Canard sur Fillon, ce qui est génial, c'est qu'on la voit quasiment se dérouler devant nous,
sans en connaître les lanceurs d'alerte, sans en connaître les sources, on voit, comme tu le dis, Fillon tomber dans les pièges les uns après les autres, dire quelque chose pour se défendre, et de nouveau, on voit les journaux contre-enquêter ce qu'il dit, on voit cette contre-enquête devant nous, donc je trouve que c'est assez exemplaire pour essayer de comprendre comment ça peut marcher, je trouve, une enquête journalistique, et évidemment, il n'y a évidemment pas de complot là derrière, il y a juste quelqu'un qui est pris dans les phares et qui, à mon avis, n'a pas les réactions qui lui permettent de se planquer. Alors, pardon Raymond, à l'instant, juste sur la puissance du média télévisuel dans cette affaire, donc bien sûr, il y a les enquêtes de chacun des médias, mais il y a à un moment un point, je ne sais pas s'il est de basculement, mais la publication dans l'émission d'Élise Lucet, là, je ne sais pas quelle est la boîte de prod qui avait filmé ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Denis? C'est l'équipe d'Envoyé Spécial qui a sorti ça. Ils ont eu, donc c'est pas moi, même si je travaille avec Envoyé Spécial dans un certain nombre de cas, c'est pas nos équipes du tout qui ont fait ça. Ils ont eu aussi, je crois, eu d'excellents réflexes, c'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut trouver comme image. Parce qu'on ne peut pas lutter avec le canard sur une info, sur un doc, enfin on peut, mais c'est très compliqué. En revanche, il y avait des images et l'équipe d'Envoyé Spécial, entre autres, a recherché des images sur ce qui pouvait être les antécédents de Pénélope à la télévision, de Fillon et Pénélope, parlant de leurs travaux, parlant de leurs activités. Et Envoyé Spécial a sorti cette fameuse interview où Pénélope racontait donc quelle était Oui, juste François, est-ce que ça a été un point qui a fait bouger le dossier? Oui, sûrement, ça l'a généralisé, ça l'a rendu encore plus vivant aux yeux des gens, et explicite, mais cette information était sortie en toutes lettres dans un livre que Christine Kelly, l'ancienne membre du CSA, avait consacré au Fillon, où Pénélope lui disait, moi j'ai toujours travaillé pour moi et pas du tout, jamais pour mon mari. Donc les choses étaient dites en toutes lettres, mais la force de l'image, c'est quand on voit Pénélope le dire face caméra. Avec son merveilleux accent anglo-saxon. Mais je crois que le travail des journalistes aussi, je crois que les journalistes de la télévision lisent Le Canard et Mediapart. Et il arrive, je pense aussi, de temps en temps que Mediapart ou Le Canard regarde la télé. Il n'y a pas de... Là-dessus, je pense que chaque média apporte quelque chose de différent. Je pense que vous apportez, je pense, clairement une réactivité d'enquête et d'approfondissement qui est exceptionnelle. Je pense que le média télévision a parfois cette capacité de mettre les pieds dans le plat et d'un coup, voilà, le théâtre complet apparaît et là, ça retourne l'opinion, je dirais. Raymond Avrier ? Oui, on a vu tout à l'heure l'importance des acteurs de la vie publique, quels qu'ils soient, et en particulier ceux qui sont chargés d'une mission de service public, pour révéler des usages qui ne sont pas républicains, qui ne sont pas démocratiques de l'argent public. Ce qui est dramatique, c'est qu'on a tendance, et ça serait peut-être une question critique à nos collègues journalistes, à personnaliser, c'est-à-dire à s'attacher à des personnes seulement, alors que, pour l'avoir vécu dans plusieurs dossiers, le système n'est pas un système d'un corrompu ou d'un abuseur de biens sociaux, c'est un système corruptif dans lequel il y a des personnes qui sont compromises, qui sont en collusion, qui sont corrompues, mais il y a des corrupteurs. Et à ce niveau, passer de la mise en évidence de personnes qui abusent de leurs fonctions à des mises en cause de structures organisées en tant que grandes entreprises bénéficiant des marchés publics dans des conditions douteuses, ça rend le travail et d'alerte et de journalisme beaucoup plus difficile. Jean-François Julliard le sait, travaillant depuis longtemps sur le domaine des compromissions, pour ne pas employer d'autres termes,
puisqu'on se retrouve à être témoin des fois devant la 17e chambre correctionnelle en défense de journalistes qui ont dit de manière un peu rapide, dans le domaine de l'eau règne la corruption, ce qui est passible de la diffamation, et qu'on arrive en témoignant, après avoir passé 5 heures dans la salle des témoins, à dire on vous apporte la preuve que dans le dossier de Grenoble, la privatisation du service public de l'eau et de l'assainissement a été obtenue par corruption avec un maire, ministre, chargé à la fois de l'environnement en tant que ministre de l'environnement un temps, puis de ministre de la communication, donc chargé des journalistes dans un deuxième temps. Mais on vous dit, oui, mais ça c'est spécifique, c'est atypique, ça n'est pas général. Or, on l'a vu dans tous ces dossiers, les personnes morales, si on peut employer ce terme dans ce cas-là, que sont les grandes entreprises, ne sont pas attaquées, ne sont pas mises en cause, et le travail, que ce soit d'alerte ou de journalisme, est beaucoup plus compliqué car il suppose de s'attacher à de gros dossiers avec des enjeux très importants sans obligatoirement détenir l'ensemble des éléments de preuve ou alors d'être obligé d'avoir une ténacité et une longue durée qui est contradictoire non pas avec les organes de presse, les représentants journalistes que nous avons là qui ont du temps parce qu'ils ont de l'autonomie et qui ne se bornent pas à faire des tweets mais ils travaillent longtemps sur des enquêtes. Et ça suppose du temps, donc une complète contradiction avec l'organisation de la presse, d'une part, et en particulier avec la presse quotidienne régionale, qui, elle, par exemple, dans le dossier de Grenoble, a censuré l'ensemble des conférences de presse que l'on faisait pendant des années pour révéler le système corruptif qui avait été mis en place ici à Grenoble, mais évidemment le même ailleurs, et qui a même censuré le livre qu'on avait sorti à ce sujet. Alors peut-être deux questions avant de passer peut-être à des échanges avec la salle. La première qui me tient particulièrement à cœur, c'est que la protection des lanceurs d'alerte au niveau européen par la Cour européenne des droits de l'homme est fondée sur l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir la liberté d'expression, d'informer et de s'informer, à charge pour la personne qui informe de subir les rigueur de la loi en cas d'abus de ce droit. Hein, c'est le 10.2. On a assisté, puisqu'on parlait de la campagne électorale, et je reviendrai tout à l'heure sur l'excellent lien que vous avez fait, Jean-François Julliard, sur le livre qui avait révélé déjà des informations sur Pénélope Fillon. Mais au cours de cette campagne électorale, puisqu'on est dans cette période, a été faite la proposition d'un ordre ou d'une compagnie, non, d'un ordre des journalistes. Et je pense qu'on ne peut pas avoir ici une discussion sur la presse et sur le monde politique sans parler de ce que ça peut représenter, cette proposition d'un ordre des journalistes au moment où des affaires sortaient. Mathilde Mathieu. Une question difficile, mais je crois qu'à Mediapart, on n'y est pas très favorable. Il existe déjà des règles déontologiques posées, écrites, hein, la charte de 72, c'est ça, Jean-François, tu me corriges sinon. 32. Quand on voit ce qu'est le système économique, médiatique, aujourd'hui, à qui appartiennent un certain nombre de grands journaux, de grands médias, etc., nous, à Mediapart, qui sommes comme le Canard absolument indépendants, en tout cas de pouvoir économique, etc., on n'est pas très favorable à ce qu'un ordre déontologique qui serait forcément le reflet de ce que sont aujourd'hui les médias et à qui ils appartiennent, qu'un ordre tel que celui-là vienne nous expliquer jusqu'où on peut aller trop loin. Quoi. Voilà. Nous, on n'y est pas très favorable. Je ne sais pas pour le Canard. Oui, on est un peu sur la même ligne. Quand on parle de... Vous savez que là, on va être obligé de faire des chartes d'éthique. Ça, c'est le gouvernement, enfin, c'est la loi qui nous l'impose. Donc, tous les médias vont faire leur charte d'éthique. Et quand on fait ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'affaire de Grenoble, où au moment où on sortait toutes ces choses sur l'eau, sur la corruption, sur
le mélange des gens entre un ministre et les affaires privées. La plus belle charte d'éthique qui existait, c'est celle de la Lyonnaise des Eaux, de M. Jérôme Monod. Voilà, donc je pense que s'il y avait un conseil de l'ordre des banquiers, certes, il dirait de très belles choses, mais ça ne les empêcherait pas de continuer à essayer de gagner beaucoup d'argent et quelquefois par des moyens pas très légaux. Oui, Mathilde, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, on a évidemment des réflexions, non seulement déontologiques, mais en plus sur là, par exemple, on est en train de se demander s'il ne faudrait pas que les journalistes, à l'instar de ce qui est demandé aujourd'hui aux politiques, ou à des fonctionnaires, ou à des magistrats, publient une déclaration d'intérêt. Je crois que plusieurs titres sont en train d'y réfléchir. Il y en a un qui s'appelle Contexte, qui est un site internet qui travaille beaucoup notamment sur le Parlement, l'Union européenne, etc. Ce site vient de mettre en ligne, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, une déclaration d'intérêt de tous ces journalistes. Ça, c'est une démarche qui peut être intéressante, que le lecteur puisse savoir d'où on parle, quels sont éventuellement nos liens d'intérêt. C'est pas simple à mettre en place, ça titille un peu, etc. Mais on est en train de, enfin, notre société des journalistes est en train d'y réfléchir. Oui, Denis, vous. Non, je voulais juste dire que j'ai l'impression, enfin moi je suis pas très favorable non plus, je connaissais pas cette proposition d'un ordre des journalistes. C'était Marine Le Pen qui a fait cette proposition pendant la campagne électorale. Je pensais que vous étiez tous au courant, mais je pensais que c'était une évidence. Et j'y suis pas très favorable. J'ai l'impression, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que d'abord, on a effectivement une déontologie, je pense qu'on fait notre travail, on essaye de le faire de manière déontologique, et puis surtout, il y a la justice. Qui est là pour, si on fait des conneries, si on raconte des conneries, si ça nous arrive d'être attaqué en diffamation, de devoir aller défendre notre travail d'enquête, etc. Donc je crois que la justice est là pour sanctionner d'éventuels débordements, quand il y en a, il est possible qu'il y en ait, mais en tous les cas, voilà. Donc je crois qu'il n'y a surtout pas besoin de mettre encore plus d'ordre là-dedans. Alors je rappelle, juste parce que il y a eu des tables rondes sur le service public hier et je pense que c'était extrêmement intéressant. Pierre-Philippe est peut-être dans la salle, mais sur les aspects, on a essayé de traiter sur ce salon des livres et de l'alerte l'ensemble des thématiques. Je rappelle simplement que sur le droit d'informer, c'était pas écrit comme ça, mais ça relève quand même cette capacité à exprimer une pensée, la liberté d'expression, de l'écrire, de la publier, sauf à subir en cas d'abus de ce droit les rigueurs de la loi, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je le rappelle là encore à nouveau parce que à chaque fois il faut rappeler que l'article 10 de la Convention a été articulé avec « vous avez un droit, mais ce droit implique une rigueur d'application et en tous les cas un engagement personnel qui peut être sanctionné en cas d'abus », c'était déjà écrit en 1789. J'insiste toujours un petit peu sur ce texte qui finalement est un peu le génome de la République quand même, donc je trouve que c'est toujours intéressant. Alors Jean-François Julliard, tout à l'heure vous avez fait une petite incise sur un livre. On est ici dans un salon des livres et de l'alerte, puisque ça permet de dire qu'on parle des bouquins, mais ça permet aussi de dire qu'on parle de la transmission de l'alerte puisqu'on délivre l'alerte et un peu de la protection et de la libération de cette alerte puisque délivrer l'alerte peut être aussi pris sous cette forme-là. Est-ce que dans vos activités professionnelles de journaliste, la rencontre avec un livre a déclenché quelque chose sur des dossiers bon, je vois que Denis Boutelier sourit un petit peu, c'était juste... je souris parce qu'on a fait un documentaire, on s'est rencontrés un jour, je crois, dans une réunion d'Anticor avec Daniel Ibanez et vous étiez en train de promotionner un livre sur le tunnel Lyon-Turin, dont je ne connaissais pas grand-chose, à vrai dire, et puis on a parlé, puis j'ai lu votre livre et on s'est dit mais il y a une enquête à faire là-dessus et c'est devenu un film qui est passé dans Pièces à conviction sur France 3. Donc effectivement un livre, ça, enfin, de mon point de vue... Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples? Je ne tenais pas spécialement à faire cet exemple personnel, mais est-ce que d'autres exemples comme ça, l'importance du livre dans votre activité de journaliste? Jean-François Julliard? L'affaire de la MNEF sur laquelle j'avais travaillé a été partiellement racontée dans un livre qui émane des deux premières sources de cette affaire.
Ça n'a pas été au tout début, mais ça a été assez rapide. Comme le livre était vraiment pas un travail de professionnel, ils n'avaient pas tout, des idées de plans, etc., c'était un peu confus. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup de choses de cette affaire. Mais j'ai pas tellement d'autres exemples. Mathilde, Mathieu? Non? Oui, Denis? Non, j'ai le sentiment que le temps du livre, c'est souvent un temps de post-révélation et de post-investigation. Souvent, hein, c'est pas toujours le cas. La preuve, le Lyon-Turin, moi je ne connaissais pas l'histoire. Mais souvent, je pense que c'est plutôt les journalistes et éventuellement les lanceurs d'alerte qui écrivent un livre après avoir mené leur combat ou alors que leur combat est déjà très engagé et que c'est plutôt en aval qu'en amont. Voilà, c'est une synthèse. Du point de vue de l'usager du service public de l'information que nous sommes, c'est vrai qu'il y a quand même l'intérêt d'avoir une synthèse. Alors elle peut prendre la forme mensuelle des cahiers du canard, mais elle peut prendre aussi la forme des dossiers regroupés en livres, qui suppose, là encore, peut-être même plus que dans l'écriture journalistique du quotidien ou de l'hebdomadaire du journalisme, d'être blindé du point de vue des faits. Car un livre, d'une certaine manière, est encore plus puissant certaines fois, parce qu'il reste que le blog, le site ou le petit entrefilet dans la presse. Et de ce point de vue, le fait que des journalistes regroupent l'ensemble de ces informations dans un dossier qui devient un livre est quand même un élément utile, alors excusez du grand terme, mais à l'histoire. Ça laisse une trace qui est d'une certaine manière beaucoup plus forte à ce niveau-là. Donc il y a un travail nécessaire. Alors il peut être le fait des journalistes qui ont mené l'enquête, il peut être un collectif autour de journalistes ou à plusieurs, il peut être également une coopération entre des gens qui ont apporté le dossier et les journalistes, au risque parfois pour les journalistes, ce qui avait été mon cas, d'être licenciés par leur employeur public, France Télévisions, France 3, Alpes à l'époque, parce qu'ils avaient écrit un livre sur la corruption alors que le maire était ministre de la communication, avec un citoyen engagé. Mais je pense que la synthèse dans un ouvrage d'éléments issus d'une enquête qui a été déroulée par session est quand même un élément utile qui est plus ou moins fait par les journalistes, mais qui me semble, du point de vue du lecteur, du point de vue des citoyens, des citoyennes que nous sommes, quelque chose d'important. Merci pour cet appel au livre. Peut-être d'abord Jean-François Julliard, vous vouliez rajouter quelque chose. En illustration de ce qu'a dit Raymond, il y a, je pense à ce très bon livre de l'équipe de Mediapart, enfin de journalistes, Fabrice Arfi et Karl Lasquet, sur Sarkozy et l'argent libyen, qui est vraiment une synthèse, mais qui, moi, m'a plus frappé que certains articles de Mediapart. Enfin, c'est une synthèse, donc ça reste l'œuvre de Mediapart. Et j'avais un autre exemple, qui, lui, est un livre de pure révélation, à mon sens, qui n'a donné lieu à aucun débat en France. C'est le livre qui a été écrit il y a 2 ans par 3 personnes, dont un journaliste, mais aussi un chercheur, et je crois un deuxième chercheur africain, sur le Cameroun. C'est l'histoire d'une guerre secrète menée par la France entre 1956 et 1962 au Cameroun, contre une tribu qui s'appelle, contre une ethnie qui s'appelle les Bamileke, avec une dimension génocidaire, et ça n'a donné lieu à aucun débat en France. Et cette histoire n'est pas de l'histoire ancienne, elle continue à faire propager ses effets dans le Cameroun moderne et dans les relations franco-camerounaises modernes. Non, j'allais juste dire un petit mot, mais c'était plus pour la blague, mais ça arrive aussi que ce soit les personnes qui font l'objet de révélations, je pense là à Thomas Thévenoud en fait, qui sortent des bouquins et qui arrivent à faire de l'argent sur leur propre affaire. Et donc Thomas Thévenoud, qui on a fini par le comprendre en fait, est tombé parce que Mediapart venait de poser des questions sur sa situation fiscale.
On ne l'a pas compris tout de suite, puisqu'il a été... en fait, voilà, il se trouve qu'on avait l'information et que j'ai commencé à passer quelques coups de fil et que dès le lendemain des premiers coups de fil, il a sauté et lui-même raconte en fait dans son bouquin après comment effectivement Manuel Valls lui dit écoute Thomas, en fait ça y est, Mediapart est au courant, tu fais tes affaires et tu t'en vas. Et ben lui, il a eu peur de rien, donc il a fait un bouquin pour raconter toute son affaire, etc. Et un bouquin d'ailleurs dans lequel il croit, il affirme connaître la source de Mediapart et il se plante. Hein. Il croit que c'est une vengeance politique et que c'est un socialiste de Saône-et-Loire qui aurait déposé sur mon paillasson son dossier fiscal. C'est absolument pas ça l'histoire, mais bon voilà, ça fait des ventes. Hein. Voilà, donc je ne crois pas, je ne sais pas si les libraires Catherine et Gilles du presse-papier sont là, mais je ne crois pas que le livre est en vente ici. Très bien. Par contre, j'avais entendu la semaine dernière que François Hollande finalement était peut-être même au courant du problème fiscal de François Thévenoud et qu'il n'a pas réagi assez vite, encore une fois. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on commence un échange avec la salle. Oui, il nous reste une demi-heure. Je vous demande d'essayer de faire des interventions courtes, peut-être plus des questions. Je ne suis pas sûr que cette séance d'échange soit la capacité de présenter votre dossier aux journalistes, je le dis parce que ça peut arriver des fois, mais plutôt de travailler sur voilà, cette relation. Donc peut-être une première question, il y a des micros là à droite, on va essayer, voilà, un petit peu sur le devant, tout d'abord là-haut à droite. Merci. Oui, merci de me redonner la parole. Serge Rader, je suis pharmacien. Alors surtout pas d'ordre, hein. J'en sors. C'est vraiment des tribunaux d'exception qui empêchent le système de progresser, bien évidemment. J'ai écrit un deuxième livre actuellement sur les compositions des vaccins, la problématique vaccinale. Je l'ai fait après avoir fait le tour de toutes les institutions sanitaires, TGS, Agence du médicament, Haute Autorité de Santé. Tout le monde s'en fout, ils sont là uniquement pour couvrir les lobbies. Donc, eh bien, excusez-moi, mais je vais lancer une alerte. J'ai sorti un bouquin il y a un mois sur les vaccins, ça s'appelle « Vaccin, oui ou non ». Il est dans toutes les rédactions et j'attends les journalistes courageux, pas trop, je ne tape pas sur les journalistes, mais surtout sur leur direction, qui ne veulent pas engager le sujet des vaccins, qui est un mot tabou en France. Merci. Alors, ça n'était pas vraiment une question, peut-être là devant, il y avait un micro. Oui, bonjour. En fait, on a beaucoup parlé de déontologie et puis il me semble que dans la charte déontologique des journalistes, le dernier point, c'est le journaliste ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge. Donc j'avais une question sur ce point. Quand on est un journaliste d'investigation, où se situe la frontière et quels sont les rapports des journalistes avec l'institution judiciaire? Merci. Alors... On n'a pas le pouvoir de mettre des gens en prison, Dieu merci. On n'a pas le pouvoir de les interroger sous la contrainte, Dieu merci. On n'a pas le pouvoir de réquisition bancaire, ça je l'envie beaucoup aux policiers parce qu'ils font une réquisition bancaire, ils ont accès au compte de quelqu'un. Voilà, dans les méthodes et dans les moyens, il y a d'énormes différences. Et par ailleurs, dans la mentalité, il ne faut surtout pas qu'on ait cette mentalité du justicier, de celui qui rend la justice. Nous, on est là, on essaye d'être des témoins. Je ne vous dis pas que quelquefois, certains d'entre nous ne confondent pas les rôles. Vous l'avez tous constaté, mais il ne faut pas confondre les métiers. Mathilde Mathieu, on reproche souvent aux médias, Mediapart, aussi le Canard enchaîné, d'être, entre guillemets, des fouilles M, et les gens qui seraient effectivement des personnes qui mettent en cause sans fondement, etc., avec des conséquences terribles, par rapport à cette différence de rôle. Ah oui, on met en cause des personnes, ça effectivement, on porte atteinte souvent à leur réputation, etc. Donc on essaye de le faire on s'efforce de le faire avec systématiquement des éléments suffisants, mais qui ne sont pas toujours des preuves. C'est-à-dire qu'il nous arrive, à l'inverse évidemment des magistrats, de publier des articles mettant en cause des personnes parce qu'on a accumulé suffisamment de témoignages, suffisamment d'éléments pour qu'on ait acquis la conviction que ces éléments sont réels, sans que pour autant on ait des preuves matérielles, ou qui seraient en tout cas considérées comme des preuves devant un tribunal.
Après, bon, à la différence d'un magistrat, nous, on n'a pas besoin de caractériser une infraction pour que notre histoire mérite d'être racontée, que des faits méritent d'être dénoncés. Une histoire peut mériter d'être racontée parce qu'elle pose des questions, qu'elle révèle un comportement pas éthique qui ne relève pas pour autant d'une infraction pénale. Je dis ça parce que, par exemple, je prends un exemple, la semaine dernière, j'ai fait un papier sur une histoire de marché public dans le Finistère à l'époque de Richard Ferrand. Il se trouve que son meilleur ami, au moment où Richard Ferrand est élu au Conseil général du Finistère, obtient un certain nombre de marchés publics comme architecte, y compris sur une opération où Richard Ferrand se trouve membre de la commission qui attribue le marché. Bon, je n'ai découvert aucune infraction pénale à ce stade et je l'écris dans l'article. Pour autant, j'estime, en tant que journaliste, que ça mérite d'être posé sur la table, qu'il y a un certain nombre de coïncidences qui, au minimum, interpellent, qui mériteraient des investigations supplémentaires. Et c'est d'ailleurs, au fond, aussi, parfois publier un article, c'est aussi une manière de lancer l'alerte, d'appeler au fond un certain nombre de sources potentielles dans les institutions concernées, de leur dire, voilà, j'ai une intuition, j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose qui méritait que vous nous adressiez, des documents, des informations. Voilà. Après, l'article est évidemment, je crois, prudent. D'ailleurs, Richard Ferrand n'a pas fait de droit de réponse, etc. C'est vraiment deux rôles très différents. Après, les relations entre journalistes et magistrats et policiers, ça mériterait des heures de discussion. Elles existent évidemment. Voilà, on a des sources dans le monde judiciaire, on a des sources dans le monde policier. On les manie avec prudence, on a en tête qu'il y a des risques d'instrumentalisation, que c'est pas parce qu'un magistrat ou un policier nous parle qu'ils disent vrai. Voilà. Denis Boutelier. Non, je voulais juste ajouter que, d'accord avec Jean-François Julliard, on n'a pas les mêmes méthodes du tout et les mêmes moyens d'enquête que les... Vous n'avez pas de capacité de faire des perquisitions. Par exemple, que les magistrats et les policiers, mais je dirais aussi qu'on n'a pas le même objet, le même objectif. Je pense que leur job, eux, c'est la loi, ils ont à voir avec la loi. Nous, c'est l'intérêt du public. Nous, c'est ce qui est... on s'attaque à des... on traite des sujets qui ont à voir avec les pouvoirs, avec ce qui la vie des citoyens. Donc je crois que l'angle de travail il est complètement différent. Puis je dirais qu'on s'attaque souvent, on a en face de nous, sans s'attaquer, mais on a souvent en face de nous des pouvoirs. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas des policiers qui ont parfois en face d'eux... justement, qui ne sont pas forcément, je dirais, face à des pouvoirs, et ils ne sont pas réputés pour finalement être, pour pas travailler plutôt en direction de ceux qui ne peuvent pas se défendre que l'inverse. Alors que nous, je pense qu'on traite essentiellement de sujets qui concernent des gens, des pouvoirs, qui donc ont énormément de moyens pour se défendre face à notre travail, je dirais. Par exemple, des moyens juridiques, des avocats, le lobbying, on en a parlé tout à l'heure, etc. Un mot sur le sujet, Raymond, avant une autre question. Oui, pour ne pas généraliser, on ne peut pas parler du journalisme, on ne peut pas parler de l'alerte, mais il faut quand même être conscient qu'il y a aussi parmi les médias, les directions, et y compris les journalistes, des journalistes, je dirais, de main courante, c'est-à-dire qui relayent les informations telles qu'elles ont été enregistrées par les services de police dans la journée, etc. Et qu'à ce niveau, en particulier dans la presse quotidienne régionale, les faits divers sont la page qui fait le plus vendre avec les pages sport. Donc il y a une économie à laquelle nous contribuons en nous attachant à cette information non contradictoire, mise sur la place publique sans instruction sérieuse, dans laquelle, du côté de la population comme du côté de la presse, on amplifie parfois des phénomènes de rejet qui sont au-delà de ce qui est le propre de la démocratie. Une autre question à droite. Oui, bonjour, avec beaucoup d'humilité, je me permets de revenir sur l'affaire du Crédit Mutuel CIC, dont vous avez dû la connaître, il y a été longtemps, Élise Lucet, je crois que c'est cache investigation. Nicolas Vescovacci était ici oui. hier.
a démontré quelque part qu'il y avait un système d'évasion, de fraude fiscale organisée par les hauts dirigeants, les plus hauts dirigeants, et de blanchiment d'argent. Et ça touche plusieurs milliards que notre pays n'a pas aujourd'hui. Donc pour moi, c'est encore beaucoup plus gravissime que les affaires dont vous venez de parler, même si ça n'a pas valeur d'exemplarité. À la suite de quoi, le parquet national financier s'est saisi et a ouvert une instruction. On est en février 2015. Pour la petite histoire, c'était Montepaschi, filiale suisse du CIC, le tout appartenant au Crédit Mutuel, qui venait en France démarcher les gens pour blanchir de l'argent et faire de l'évasion fiscale, sous toute réserve, des milliards. Et depuis, plus rien, plus personne n'en parle. En deuxième semestre 2016, le CIC revend, cède Montepaschi, cette filiale suisse, à un fonds luxembourgeois, Wieland, pour ne pas le citer. Je connais un actionnaire qui a eu un problème avec le CIC qui demande dans quelles conditions ça s'est fait. Est-ce qu'il y a une garantie d'actifs, de passifs, un pacte d'actionnaires, voire comme sur l'affaire Executive Live, est-ce que le fonds ne prend pas en charge toute condamnation pénale et financière à l'encontre des dirigeants? C'est ça qui nous intéresse, c'est la faute des dirigeants, ils ne sont pas punissables. Aucune réponse. 15 jours après, communiqué de presse, offre de retrait obligatoire, ils rachètent avec une prime de 72% les petits minoritaires, donc il n'y a plus rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Ma question elle est simple, ça fait 2 ans que le parquet national financier est saisi. L'affaire n'est pas compliquée, démontrée, bon, il y a des faits qui seraient établis, et depuis, on n'en parle plus, y compris vous. La presse n'en parle pas. Où en est cette instruction? Est-ce que vous croyez que c'est passé aux oubliettes? Est-ce que plus personne ne dira rien? Et continuez, bravo. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un est au courant de cette affaire Montepaschi de manière précise? Non, je voulais juste un point, c'était sur l'émission Pièce à conviction. C'est Pièce à conviction qui a sorti cette enquête du Crédit Mutuel, qui à l'origine était programmée sur Canal+, et qui avait visiblement déplu la direction de Canal+, donc qui a migré sur France 3 et Pièce à conviction. Moi, je ne connais pas le dossier, mais vous avez raison, monsieur, je pense qu'un journaliste devrait effectivement appeler le parquet national financier, essayer de comprendre où en est l'enquête. Ça me paraît une évidence. Je peux dire un petit mot peut-être, parce que d'autant que je crois me souvenir que c'est Mediapart le premier média qui évoque cette affaire, vous avez dû nous lire à l'époque. Mais la réponse, elle est assez simple, enfin, si je voulais faire court, c'est on est 7 journalistes au service enquête à Mediapart, donc on est malheureusement submergé de dossiers, et voilà, c'est vrai qu'il faudrait s'astreindre à un suivi régulier des affaires, surtout quand on les sort, mais on n'a pas toujours le temps. Et puis là, en l'occurrence, alors je ne sais pas si c'est en enquête préliminaire ou s'il y a une information judiciaire, vous dites qu'il y a des juges d'instruction saisis. Il y a le secret d'instruction, et donc c'est toujours difficile de travailler. C'est plus facile dans certains dossiers. On ne va pas se mentir, c'est plus facile quand il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de mises en examen et d'avocats dans un dossier. Sous-entendu, il arrive que les avocats ont accès au dossier. Eux ont accès au dossier. Voilà, je ne connais pas celui-ci en particulier, donc je ne peux pas vous dire s'il y a des possibilités d'accéder à ce dossier ou pas, et est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à violer leurs règles, leurs obligations de secret, je ne sais pas. Bon, mais on peut quand même dire qu'il sera difficile de trouver des suites sur cette instruction dans l'ensemble de la presse quotidienne régionale de la partie Est et Sud-Est de la France, puisque l'ensemble de ces quotidiens sont détenus par le groupe EBRA du Crédit Mutuel. Donc pour ma part, dans l'ensemble des journaux de cette presse, Dauphiné Libéré pour Grenoble et autres, il n'y a même pas eu un entrefilet. Par contre, il y a eu des articles récents sur les suites sur Montepaschi, sur Mediapart, que, hélas, débordé par son travail, Mathilde Mathieu n'a même pas eu le temps de citer. J'ai lu sur le Qatar, c'est ça? Alors, une autre question peut-être sur la gauche. Je suis journaliste et ancien réalisateur de la télévision. Plus près de France 2. Je suis ancien réalisateur de France 2, des années 87-90. À l'époque, il fallait être homologué. Je suis aussi journaliste, puisque j'ai interviewé les premiers ministres, des journalistes, etc. J'ai levé en 1992 une affaire de détournement de fonds publics
à partir de l'émission culturelle de France 2, l'émission culturelle musulmane. J'ai saisi ma hiérarchie, d'étage en étage, l'affaire est montée jusqu'à l'Élysée. Et on m'a dit, on ne peut rien faire. J'ai saisi la justice, 2 parquets. Il y avait le parquet financier et le parquet pénal. Les 2 ont classé l'affaire. J'ai porté plainte contre le procureur de la République de Paris parce que la loi l'oblige à retenir une affaire, donner des suites à une affaire qui met en cause des intérêts particuliers en dehors de ceux de l'État. Rien, monsieur le procureur qui avait déclaré à l'époque que même monsieur Chirac devait se soumettre aux convocations de la justice, n'a pas été soumis aux obligations judiciaires qui le concernaient. Ça veut dire qu'il y a un grand problème de l'État en ses différents pouvoirs. Et juste maintenant, une question pour revenir aux journalistes et aux médias, s'il vous plaît. L'affaire a été reprise par Le Monde, par Le Canard enchaîné, par l'Événement du jeudi, par Télérama. Elle a été reprise en Grande-Bretagne et même à l'étranger, en Afrique du Nord, en Égypte. Là, vous êtes en train un peu d'encenser la profession de journaliste. Mais un journaliste ne publie rien sans le feu vert de sa direction. Et la direction, monsieur vient de nous dire que là, ça appartient à un tel, donc tous les journaux de cette ère ne publieront rien. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on coupe totalement le lien ombilical entre le capital financier, industriel et les journaux. Et même les journaux, quand ils ont sorti l'affaire, par exemple, je prends le cas du Canard enchaîné, ils ont sorti l'affaire. Qui n'a pas de lien capitalistique. Le Canard enchaîné est indépendant. C'est une famille indépendante, je le sais, qui gère. Bon. Mais ils ont aussi un autre problème purement financier, les journaux. C'est la surface, ou si c'est des journaux audiovisuels, c'est le nombre de secondes qu'on peut consacrer, c'est les moyens humains. Quand ils sortent un article, un des corrompus de cette affaire, qui est aussi dans les médias, j'étais au service information de France 2. Il a dit, mais Abdallah, tu sais bien, chaque journal, selon sa tendance politique, va sortir l'affaire une fois, et puis le lendemain, il sera pris par le flux d'informations, et il va changer de sujet. Par contre, ce qu'il faudrait obtenir, c'est un fonds indépendant qui permette aux journaux d'assurer un suivi des affaires, mais un suivi non seulement d'investigation, mais d'affichage en termes de pagination. Si on sort une affaire et puis demain on n'en parle plus, ça va faire le buzz d'une semaine et c'est fini. Et bien, les gens dont je vous parle aujourd'hui, ils dorment sur de confortables coussins d'argent public volé. Alors, merci pour ce témoignage. Donc, j'en profite pour dire que si on veut une presse indépendante, il faut qu'elle ait un peu les moyens, et donc il faut acheter les journaux, s'abonner aux journaux et pas seulement consommer l'information, parce que pour qu'il puisse y avoir une chaîne économique qui fonctionne, il faut effectivement qu'elle soit aussi alimentée et que le travail soit rétribué. Oui. Ou accepter de payer une redevance, à mon avis, c'est important pour ce qui concerne la télévision, pour que certaines chaînes soient moins dépendantes des intérêts économiques. Parce que ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas, c'est vrai évidemment avec la presse écrite, vous avez évoqué, Raymond Avrier, la presse quotidienne régionale dans votre région, c'est particulièrement vrai, c'est le gros problème de la télévision. La télévision, sur 7 ou 8 chaînes en France, une bonne moitié appartient clairement à des groupes économiques qui ont à la fois un objectif qui est de gagner de l'argent, le plus d'argent possible, et un deuxième aussi, éventuellement ne pas parler de ce qui les fâche, voire étouffer les affaires qui les fâchent. Donc ça fait que et notamment sur les marchés publics, par exemple TF1 Bouygues, mais aussi M6, et évidemment Canal+ depuis quelques années. Donc aujourd'hui, je pense qu'à la télévision, la capacité de faire aboutir une information, qu'on le veuille ou non, on peut le regretter, elle se réfugie presque, je dirais, sur le secteur public, c'est-à-dire essentiellement France 2 et France 3.
à mes yeux. Et donc c'est pour ça que je dis, le prix à payer, c'est pas seulement de consommer de la pub, mais c'est surtout de payer sa redevance. Je pense que c'est le prix pour avoir une information. Merci de cet enchaînement, Denis. C'est le CSA Juste un instant, s'il vous plaît. Hervé Bourges, en personne, était impliqué dans ce détournement d'argent. D'accord. Et c'est lui qui dit répartir la parole. Donc ça doit être une instance indépendante, élue par des journalistes Monsieur, et par le public. Nous allons essayer de répartir la parole. Juste une question, parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui une discussion sur le lancement de l'alerte, sur l'information et sur la qualité de l'information, et merci de l'enchaînement, Denis Boutelier, sans parler des restrictions budgétaires imposées aux émissions d'investigation du secteur public, puisque si effectivement il faut payer une redevance pour avoir une télévision publique, l'information et l'actualité récente nous montrent que ce qui est appelé contrainte budgétaire peut être utilisé d'une autre manière. Peut-être un mot là-dessus, Jean-François Julliard. Je crois que les choses sont sorties. Ça s'est vu aussi sur la façon dont, je crois, l'ensemble des missions chapeautées par Élise Lucet s'est vu demander de redéfinir ces sujets. C'est-à-dire qu'on va désormais donner une plus grande place à la consommation, à l'actualité heureuse et à des sujets plus consensuels. Voilà, c'est pas seulement le budget, c'est aussi ne gênons pas et ne fâchons pas trop. Mathilde, Mathieu. Ouais, non, je voulais juste mettre une petite touche d'optimisme. Il y a quand même ces derniers temps un certain nombre de médias locaux d'investigation qui se sont créés, qui sont en train d'essayer de trouver un modèle économique. Je pense à Marseille, à Mars Actu, mais aussi à Médiacité. C'est un site, on a d'ailleurs un partenariat avec eux à Mediapart. Ils ont créé un Médiacité à Nantes, à Toulouse, à Lyon, à Lille. Ils essayent de le faire. Et donc c'était juste un petit mot pour dire que, de la même manière que dans l'alimentation, enfin, on dit consommer local, hein, c'est bien, mais c'est bien aussi de consommer l'investigation locale et de s'abonner et de défendre des titres comme ça qui essayent de se développer à côté, sinon contre certains titres de la presse régionale qui sont détenus par des grands groupes et qui... Ce qui permet d'avoir un circuit court d'information aussi dans les régions intéressantes. Oui, Denis Boutelier. Non, je trouve bien cette idée d'un peu d'optimisme. Ce que tu dis est très, très intéressant. Je dis aussi que, me semble-t-il, la France n'est pas le pire des pays en matière de secret. On voit quand même, on lit des choses dans la presse, on voit des choses, des enquêtes de qualité, parfois à la télévision et à la radio, notamment à Radio France. En France, donc je trouve que évidemment tout ça est un combat qui doit être mené en permanence, mais enfin pour autant je ne serais pas catastrophiste ou alarmiste. Peut-être une petite incise si je peux l'autoriser. J'entends souvent des récriminations sur le métier de journaliste qui n'aimerait pas forcément les affaires, etc. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'après une affaire Pénélope Fillon, le candidat est quand même arrivé en 3e position. C'est-à-dire que sur des affaires qui sont levées, publiées, il est de notre rôle de citoyen intéressé aux affaires publiques aussi de renchérir dessus. On parlait tout à l'heure de l'affaire du Crédit Mutuel qui a eu une diffusion à la télé, mais je n'ai pas vu de grands mouvements s'organiser pour dénoncer ce qui avait été et amplifier ces mouvements. Et ça, je crois aussi qu'il faut qu'on le sache et qu'on se le dise, c'est de notre responsabilité d'exercer nos droits citoyens. J'allais dire en appui, je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tous les cas en redéveloppement de ce qui avait été fait. Voilà. Une autre question sur la droite? Merci. Bonsoir. Donc, cela fait maintenant 2 jours que j'entends les témoignages plutôt touchants d'ailleurs de très grosses affaires qui sont sorties ces dernières années. J'étais également présente il y a 2 ans lors du premier salon du livre, qui n'avait duré que 24 heures pour les événements que l'on connaît. Ma question... C'était le 14 novembre 2015, pour ceux qui ne le savaient pas, et donc nous avions accueilli pour cette première occasion les personnes qui se présentaient, mais sans faire vraiment le salon. Oui, mais enfin, ça a été quand même assez riche d'enseignements pour ma part. Ma question est, pour les petites affaires comme la mienne, quel espoir pour les petites affaires comme la mienne, qui deviennent d'une banalité consternante,
Moi, ça fait 5 ans maintenant que je défends le beefsteak de pauvres bonnes femmes dont l'enjeu est simplement 700 € par mois. Donc comment vais-je arriver au bout du truc, quoi? Alors que mon patron escroc en est à 50 entités créées, et je dis pas ça parce que j'arrive de Marseille, 50 entités créées en 5 ans. Donc des structures, des SARL, etc. Et qui déménagent toutes les 5 minutes de Paris à Cannes, à Nantes. Donc moi, je me déplace auprès des différentes instances qui sont très vite pas concernées puisque il a déménagé aussitôt, quoi. Donc là, j'avoue que j'arrive au bout du truc et je sais pas trop comment intéresser les impôts. Tout le monde a le droit de faire de l'optimisation fiscale, sont leurs réponses classiques. Voilà. Donc quel espoir pour les petites affaires comme la mienne? Alors, il va être peut-être difficile de répondre à la question parce que sans connaissance du dossier, ça me paraît difficile. Mais on a des espaces de discussion, notamment au sein de la librairie, et donc il est vraiment intéressant qu'on essaye de sortir. Peut-être que là aussi, le livre et peut-être l'écriture, passer de l'alerte à la lettre est peut-être une des solutions. Mais je ne pense pas que vous puissiez répondre grand-chose. Peut-être Raymond? Sauf à rappeler ce que disait Éric Deluca hier matin en parlant du fait qu'il fallait se regrouper et de la même manière qu'il n'y a pas un journaliste ou une journaliste d'investigation, il y a des journalistes qui font leur travail d'enquête et qui la plupart du temps se confrontent à leurs collègues, se confrontent à leurs collègues dans la rédaction. De la même manière, il n'y a pas une alerte, un lanceur ou une lanceuse d'alerte. Il y a la nécessité rapidement d'être dans un petit collectif. Ne disons pas une association, une grosse structure, car souvent les moyens manquent, les personnes manquent, mais en tous les cas, d'utiliser les formes d'action collective de telle sorte de ne pas être isolé et d'être dans un rapport qui est quand même un peu plus assuré. Et pour ça, d'utiliser les moyens qui sont sous-utilisés, y compris d'ailleurs par les journalistes, qui sont ce qui s'appelle le code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des documents publics, documents administratifs, sont communicables de droit à quiconque en fait la demande. Donc, y compris vis-à-vis des... même avec le secret fiscal, y compris avec des représentants dans des structures, car il y a des représentants associatifs ou syndicaux qui y sont, et qui sous-utilisent le fait qu'ils ont le droit dans ces instances d'avoir accès aux informations et aux documents pour prendre des décisions éclairées en connaissance de cause. Souvent, ils font, et nous faisons, de la revendication, de l'incantation, c'est scandaleux, sans poser des actes, et en particulier faire en sorte qu'on ait les documents, y compris d'ailleurs avec l'article L124-1 du Code de l'environnement, qui fait que toutes les informations relatives à l'environnement sont communicables de droit dès qu'elles existent, sous quelque forme que ce soit. Et donc nous avons un rôle à jouer qui nous est attribué, là encore, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous rappelle, article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Il nous reste 2 minutes, je ne voudrais pas terminer sans parler des livres. Les 101 ans, il est lourd, hein. Les 101 ans du Canard, mais je voudrais aussi parler, puisqu'on parle de la presse, d'une collection Reporter Seuil qui, là encore, reprend de nombreuses affaires. Peut-être Mathilde de Mathieu, des livres qui vous tiennent à cœur. Allez, je vais citer à nouveau le livre de Fabrice Arfi et Karl Lasquet qui ont enquêté depuis 2011 chez nous sur le financement par le régime de Kadhafi de la campagne de Sarkozy en 2007, et qui est un livre formidable parce qu'effectivement, même quand on a lu au fil des années les articles, mais de manière éparse, là ce qui est frappant, c'est comment le puzzle
se reconstituent, tout s'assemble, et comment même les personnes qui doutaient de ce schéma complètement fou, d'un financement par un dictateur d'une campagne présidentielle, ou en tout cas l'enrichissement de proches de Nicolas Sarkozy, comment ce schéma devient complètement crédible, quoi. Denis Boutelier, non, pas de livre. Moi, j'ai pas de livre en tête, là. Non, vraiment à briller. Non plus. Alors, une toute dernière question. La dernière, où sont les micros, là? Ah, pardon, là, j'ai repris tout le monde de court. Excusez-moi, ils n'avaient plus les micros. Alors, j'en profite pendant que le micro arrive. Voilà, à 18h, ici, aura lieu le micro arrive. À 18h aura lieu une projection du film Les Sentinelles en présence de Pierre Pézra, en présence d'Inès Léraud, d'Eliane Patriarca et également d'Annie Tebomoni. Là encore, c'est de l'information. Vous savez que des non-lieux ont été requis dans les affaires de l'amiante, ce que je me permets de qualifier à l'antenne de scandaleux. Et donc, voilà, je vous invite à y venir. Je voudrais, puisque c'est la dernière grande rencontre de ce salon, vous dire que ce salon, et c'était un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, est organisé par des bénévoles qui n'ont pas des moyens et des relations monstrueuses avec la presse. On ne se connaissait pas avec Mathilde Mathieu, on s'est rencontré pour la première fois avec Jean-François Julliard, on s'est rencontré par hasard avec Denis Boutelier. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qui est fait ici est à la portée de chacun d'entre nous. Il faut juste en prendre conscience et le faire. Et il y a beaucoup de gens qui parlent politique. Je voudrais juste dire, avant la dernière question, qu'il serait bien de conjuguer le mot politique avec le verbe faire plutôt qu'avec le verbe dire. Votre question. Oui, bonjour, merci. Donc je me présente, je suis Thierry Kabyle. Et je voulais savoir s'il y a des sujets extrêmement tabous, tels que le trafic d'organes. Je rappelle qu'il y a eu une loi qui est sortie qui s'appelle la loi Touraine, et qui dit désormais que chaque Français n'aura plus son mot à dire, car leurs organes appartiennent à l'État. Cette loi est sortie suite au combat que je mène depuis 17 ans, pour un maire qui a été assassiné dans un hôpital pour lui voler ses organes. Aujourd'hui, on ne sait pas où est le corps. Le corps a été... Ils ont falsifié l'autopsie en mettant le cadavre de quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvé donc, après 2 exhumations, à trouver des contenus de cercueils différents. Donc aujourd'hui, je sais, et sans l'ombre d'un doute, que si les personnes qui malheureusement le jour de la Toussaint vont prier sur leur tombe, il n'y a rien en bas. Parce que nous, c'est des souvenirs qui nous rapprochent de cette tombe, mais eux, c'est 250 000 euros, qui est un sac de 250 000 euros qui était enterré. Donc l'affaire est relativement grave, elle concerne tous les Français, et je voulais savoir quelle est votre position là-dessus. Je pense que ça va être un peu compliqué parce que là encore, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur les questions, si vous voulez, sur le métier de journaliste, je pense que vous avez alerté pour le coup, et donc il doit y avoir des gens qui vont peut-être s'intéresser à ça. Je pense qu'il y a des journalistes dans la salle. Faire une réponse précise me paraît un peu difficile sur le cas. Voilà, ce que vous dites semble problématique. De là à peut-être avoir une réponse, je vous demande, non, pas spécialement. Je ne vois pas pourquoi ce serait tabou, mais c'est plutôt faute d'information et de disponibilité aussi, comme le disait Mathilde. On est malheureusement des équipes assez restreintes et on ne peut pas tout faire. Voilà, donc je vous remercie. Nous allons clôturer cette rencontre. Merci à tous. Merci à vous d'être là. Et rappelez-vous que tout ce qui est fait ici est à la portée de chacun d'entre nous. Merci.